hello, and welcome to the channel where today we are at Eclair TV. Oops. And we are with somebody who speaks English very well, coming from London. Bonjour. Hello. Joël Fairley. Maybe a little bit far from the microphone. Come closer, I think. Okay. Est-ce qu'on fait l'émission en français ou en anglais? As you want. T'entends pas? You decide. I I can do either. All right. Et les 10 dernières années, a travaillé beaucoup en tant qu'artiste, mais aussi à créer, mener, gérer une association qui s'appelle l'Artocarpe, qui œuvre depuis une dizaine d'années sur le développement de l'art contemporain en Guadeloupe. Et avec notamment un espace à Moule et pas mal d'expositions, enfin de projets internationaux avec toi, mais aussi avec d'autres artistes. Tout à fait, à part que la dernière nouvelle de ce Covid, c'est que l'espace n'existe plus. L'espace est maintenant online et sera bientôt online. Et du coup, on va voir plus de Joël Fairley, l'artiste. Peut-être, mais Joël Fairley, l'artiste, va certainement prendre un temps de réflexion et d'observation de cette période spéciale, n'est-ce pas? D'ici, ici ou ailleurs? On the road, certainement. On ne sait pas. On ne sait pas, même Oh. Joël Fairley ne sait pas. On ne sait pas ou on ne dit pas? Ou on ne dit pas. Je crois qu'il vaut mieux. Ce ne sera pas la première fois que tu seras en dehors de la Guadeloupe? Surprise, surprise. Non, certainement pas la première fois. Je ne cesse de faire des allers-retours. La période Covid m'ayant cloué comme tout le monde sur le moule, et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que bon, on m'attribue souvent ce surnom de globe-trotteur parce que les expos jusqu'à présent m'amenaient souvent ailleurs, oui. Mais avant Les ça, résidences. mais avant d'être globe-trotteur entre la Guadeloupe et le reste, tu es resté longtemps ailleurs. Ah oui, bon, bah, comme tout le monde. Combien de Hein, temps? Mais pas j'ai comme tout le quitté, monde, c'est j'ai marrant, quitté Bainbridge, je suis allée faire mes études. Je suis partie 20 ans, donc d'abord en France en photographie et ensuite en Angleterre où j'ai passé 15 ans en art contemporain. Donc j'ai fait le switch du support 2D à l'espace avec la performance. Quand tu dis tout le monde, est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment tout le monde? Il y a quand même une grosse vague d'étudiants, d'élèves qui mettent le cap, oui, sur un départ de Guadeloupe. Ça, c'est un petit peu Et pourquoi le t'es passage revenu? obligé. Comment ça s'est passé le retour? Pourquoi tu es revenu? Alors, Ou pourquoi faire? Ou comment? pour construire, bien sûr. Tu pouvais construire, Pour hein. moi, 20 ans dehors, c'était aller glaner tous les outils dont j'avais besoin pour mieux revenir, construire, donc d'où l'Artocarpe. Et certainement aussi ajouter quelque chose qui n'est peut-être pas le propos de tout le monde, mais de partager, forcément, à travers cette structure. Est-ce que 20 ans, c'est pas trop temps? C'est pas trop longtemps? Il n'est jamais trop tard pour bien Non, j'ai pas dit faire, trop et tard, mais 20 ans, c'est jamais trop long non plus. Je veux dire, si après ça nous permet de speeder parce qu'on a mieux compris certaines choses, par exemple l'autonomie. Hein, moi, j'ai quand même construit avec une capitalisation. J'ai acheté un lieu pour être indépendante. Bon, ben, peut-être que je serais rentrée plus tôt, mais j'aurais d'abord fait autre chose qui n'aurait peut-être pas eu l'impact que l'Artocarpe peut avoir aujourd'hui sur l'international grâce à mes connaissances. Non, mais pour toi, en tant qu'artiste, est-ce que c'était bien de rentrer? Moi, j'étais jamais partie dans l'idée de rester. Donc, bien sûr, c'était à dessein. Donc, on part faire ses études, on s'éternise certainement. Il y en a qui s'éternisent plus que moi, mais moi, j'avais jamais pensé finir ma vie en Angleterre. Et aujourd'hui, généralement, on a plusieurs artistes, c'est plus une conversation. Là, c'est presque un tête-à-tête. On a quand même des invités. Mais on a des invités que tu as choisis ailleurs, mais d'ici. Oui, parce que je pense qu'il y a ce grand clash en Guadeloupe de considérer justement parce qu'on va ailleurs que comme par hasard on ne serait plus guadeloupéen. Mais est-ce que c'est mieux d'être ailleurs? C'est pas une sorte de est-ce que c'est mieux, c'est la personne qui décide, il n'y a pas à se poser la question. Mais par contre, ce que je réalise... Pour toi, enfin, on peut se poser la question pour non, toi, on peut se demander ce que tu penses. Ce que je réalise, c'est qu'il y a une division aujourd'hui qui s'opère entre, comme l'a très bien dit David Goddard, entre les personnes qui s'ancrent dans un lieu et les personnes qui sont très bien partout en dehors de tout lieu. Hein, sauf chez eux.
Non, c'est pas une histoire de sauf chez eux, c'est également chez eux. Mais s'il y a une division. Mais non, c'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent à s'ancrer à l'extérieur également. Et d'autres qui préfèrent avoir ce rapport au lieu de naissance beaucoup plus je ne suis pas sûr qu'on peut s'ancrer également. On va regarder Jérémy Paul, artiste de Guadeloupe qui a vécu beaucoup en Allemagne, à Leipzig, mais qui est maintenant en France, non? Jérémy Paul. Bonjour, je m'appelle Jérémy Paul, je suis artiste plasticien et je vais vous parler des 2 dernières années qui se sont écoulées. Ces 2 dernières années ont été habitées par la naissance de mon fils et la création pendant cette période qui est particulière, que l'on appelle la période du Covid ou la période des confinements. Elle a été habitée par 2 expositions qui étaient importantes pour moi. La première, Dust Speck on the Sea, et la seconde, Liberté. La première qui s'est déroulée aux États-Unis, qui était le 3e volet de cette exposition itinérante, et la seconde, Liberté, qui s'est déroulée en Guadeloupe. Dans la première, j'ai présenté des œuvres qui étaient plus anciennes que dans la seconde, qui comportaient un protocole déjà bien établi, assez stable. Ce que j'entends par protocole, là, c'est un dialogue avec le curateur qui permet de montrer une certaine relation à la promenade. Donc ça c'était Jérémy. On va regarder tout de suite Minia Biabiani, qui est une photographe. Du coup, oui, installation un peu, mais à la base photographe, non? Pour moi, c'est une artiste contemporaine, tu sais, c'est transdisciplinaire, donc il n'y a pas de... On n'est pas transdisciplinaire. Ben non. Pour moi, c'est transdisciplinaire. Voilà. Pour donc... toi, je sais pas... Moi, je suis plutôt peintre. Je fais aussi d'autres choses, mais il y a des gens qui sont peintres, d'autres qui sont photographes. Ayana Felicia Jackson, elle est photographe. Elle peut faire des installations de temps en temps. Mais Minia, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas photographe. Donc, ce que tu dis, c'est qu'elle n'est pas photographe. Pour moi, non, voilà. Elle est plutôt dans l'installation. Artiste installatrice ou transdisciplinaire? Contemporaine. Mais c'est laquelle? C'est quoi? Contemporaine Tu fais de la résistance, toi. Minia Biabani. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Joël et à Thierry de leur invitation. Je suis Minia Biabiani, artiste visuelle guadeloupéenne. Je vis ici la moitié du temps et je voyageais l'autre moitié du temps. Avant la pandémie, pour moi la pandémie, ce que ça a changé, c'est évidemment de comprendre de nouvelles stratégies pour montrer mon travail. Donc j'ai un travail qui est principalement d'installation et de vidéo. Donc pour les installations, comprendre comment je pouvais déléguer certaines choses, notamment toutes les questions liées au montage, à l'espace, une série de décisions qui parfois ne peuvent être prises que sur place. Donc j'ai réalisé beaucoup plus de protocoles, donc des instructions de montage détaillées qui peuvent permettre de montrer le travail sans que je sois présente. Et aussi, bien sûr, ce qui s'est passé avec toutes les conditions de confinement, c'est donner plus de place à l'observation, au rythme du travail qui soit plus lent. Donc ce sont des éléments qui sont d'emblée déjà présents dans mon travail. J'ai déjà un travail qui a besoin, pour créer pour prendre de la force, en fait, mon travail a besoin d'une certaine lenteur, de dialogue intérieur. Et donc, pour moi, la pandémie a été une nouvelle manière aussi de poser un regard sur mon propre rythme de travail et de lui donner plus de place, en fait. Avant de regarder Minia, tu me dis non, elle n'est pas photographe, elle est pluridisciplinaire. Je te dis elle est pluridisciplinaire, tu me dis non. Non, elle est artiste contemporain. Est-ce qu'il y a un refus des disciplines ou il y a un refus pour toi, en toi, d'être mise dans une boîte?
C'est pas ça, c'est que c'est les grandes questions entre le modernisme, etc. Et c'est pas du tout le propos. Je peux pas résumer 20 ans de pratique à quelque chose. En gros, pour faire très vite, puisque je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. La discipline puriste, c'est le propos des modernes, de l'art moderne. Et dès l'instant qu'on est en art contemporain, on est non pas pluridisciplinaire, comme tu l'as dit, mais transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on fait fi de la discipline, c'est tout. Qui décide de ça? Les écoles d'art et le marché de l'art. En comment, le marché de l'art? C'est pas mon propos non plus. Certainement pas, puisque non, c'est pas mon propos. On se vend plus de peinture qu'autre chose, dans une mesure. Oui et non, je suis pas d'accord. Là, je viens de justement prendre 2 artistes qui travaillent très bien sur l'international et qui ne sont pas dans la peinture uniquement. Non, mais tu parles du marché de l'art. Jérémy parle du protocole en termes de dialogue avec le commissaire à l'exposition, ce qu'il appelle le curateur. Est-ce que tu t'identifies à cette façon de travailler? Alors, moi, je choisis ces 2 artistes parce que je les ai trouvés... bon, déjà, j'aime beaucoup leur travail, respectivement, et notamment parce qu'ils se posent les bonnes questions en tant qu'artiste. Un artiste, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, qui observe, et qui réfléchit dans son espace, dans son environnement. Et là, dans les 2 vidéos qui nous sont envoyées, même si elles ne sont pas complètes, et bon, j'espère qu'il y aura le lien pour qu'on puisse inviter tous les spectateurs à écouter leurs propos en entier, tous les 2 ont véritablement mis en place une stratégie de travail. Donc, Jérémy Paul parle de ce fameux protocole, puisqu'il se retrouve ici à convoquer non pas les autres artistes de l'exposition collective au sein desquels il travaille, mais c'est l'exposition de la curatrice américaine Arden Sherman, qui s'appelle Dutch Speck on the Sea, et qui était à Harlem au Hunter College Gallery. Donc elle était venue nous voir à l'Artocarpe, mais justement ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que nous à l'Artocarpe on a beaucoup de travail de réflexion, et je t'avouerai que je n'ai pas du tout été enchantée par sa façon de travailler en tant que commissaire, parce qu'elle est donc commissaire américaine, je précise blanche parce que ça a son intérêt dans le propos, et elle fait une exposition sur des artistes caribéens, notamment francophones. Alors là où je quand même lui tire mon chapeau, c'est qu'elle a voulu se concentrer sur de la sculpture, ce qui est assez rare finalement. On a tendance à faire des expositions collectives la sculpture, sur c'est plusieurs... pas contemporain, c'est moderne. C'est elle qui a mis ça. Je ne peux pas répondre à la place du... J'ai du mal, si tu veux. Alors, je ne sais pas, tu veux me faire parler de quelque chose que je n'ai pas du tout créé, donc je ne peux pas te répondre. Soit tu appelles Arden et tu lui poses la question, mais j'essaie juste de te faire passer le propos suivant, que d'habitude, les commissaires ont tendance à travailler sur des expositions collectives d'artistes et de mettre des photographes, des vidéastes, des ceci, des cela. Ici, elle a eu le mérite, et c'est ce que je lui reconnais, maintenant tu lui poses la question si tu en as envie, de se concentrer sur un seul médium. C'est son propos. Je ne dis pas oui ou non, si c'est moderne ou pas, c'est son propos. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, ça peut paraître intéressant, sauf que j'ai été finalement extrêmement déçue parce qu'elle propose dans l'espace, à mon sens, de traiter la sculpture comme parfois de la peinture, en la mettant au mur. Une sculpture, c'est quand même du 3D, on est censé pouvoir tourner autour. Elle propose de faire ça à des sculptures qui étaient faites pour être en ronde bosse, ou ce sont des sculptures... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence, c'est-à-dire... Oui, mais là, tu me poses des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne suis pas ce commissaire. Mais tu lui reproches de traiter la sculpture comme de la peinture. Je lui reproche... Je pose la question. Tu proposes de traiter la sculpture comme de la peinture. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'était à l'encontre de l'intention de l'artiste? Pour moi, oui, parce qu'à partir du moment où tu fais une œuvre sculpturale, c'est que tu veux la mettre en espace. Et ces 2 artistes-là, aussi bien Jérémy que Minia, travaillent énormément avec l'espace. Mais dans le cadre de cette curatrice, donc il y a eu un conflit entre la volonté, la vision de l'artiste et la vision du commissaire d'exposition, en fait, c'est ce que tu dis. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jérémy Paul implique ici le commissaire, donc la commissaire ici, Arden Sherman, pour intervenir finalement dans l'œuvre. Ce qui est assez rare en général. Tu trouves ça bien ou pas?
Je trouve que c'est une façon très, très habile d'attirer un commissaire qui se prétend comme ça vouloir faire une exposition d'artistes caribéens sans savoir de quoi il parle, à quelque chose où il commence à réellement s'impliquer. Si les spectateurs prennent le temps d'aller écouter sa vidéo, ils auront donc la fin du projet, de comment il a réussi à effectivement faire en sorte qu'elle se pose des questions sur le travail. En ce que tu dis, c'est que ce qui t'intéresse dans cette démarche, et peut-être aussi tu nous présentes cet artiste et cette démarche parce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi peut-être personnellement, c'est une façon de pouvoir agir à l'intérieur des codes que nous, qu'on ne contrôle pas nécessairement, mais qu'on peut contrôler de l'intérieur en amenant les choses à nous. C'est ce que tu dis ? Quelque part, oui, tout à fait. L'histoire de la relation artiste et commissaire, c'est toujours une histoire, finalement, pour l'artiste de garder une certaine autonomie. Il a créé une œuvre, il peut peut-être l'avoir d'une certaine façon. Et normalement, il y a un dialogue qui se fait avec l'artiste pour savoir quel serait le mieux pour l'œuvre et pour la compréhension de l'œuvre, à partir du moment où on est dans l'espace. Le problème qui se pose, à mon sens, c'est que de plus en plus, on assiste à ce que j'appelle, moi, des expositions patates, sac à patates, à savoir que des commissaires qui ne connaissent rien du tout à la Caraïbe décident de faire des expositions sur les artistes caribéens en prenant un là, un là, un là. Ils ne connaissent absolument rien sur la problématique, mais tout d'un coup, ça leur permet, eux, de construire leur carrière. C'est ça la différence. Et je suis très, très sensible à ça. Donc moi, cette commissaire, très clairement, quand elle est venue nous voir, moi, j'ai refusé de faire partie de cette exposition parce que je ne voyais pas du tout l'intérêt pour moi d'être avec quelqu'un qui ne possède aucun discours. Déjà, aucun discours. C'est d'ailleurs que quand on l'entend parler, elle dit juste qu'elle met les œuvres qui dialoguent entre elles, comme tous ces nouveaux commissaires là qui s'affichent aux États-Unis, qui viennent chez nous, dans la Caraïbe, prendre des artistes. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que justement, nous ne sommes pas quelque part nous-mêmes protégés par nos propres institutions pour répondre à ça, c'est-à-dire créer nous-mêmes nos propres forces et d'aller après ailleurs se déplacer, quitte à le faire collectivement. Comment s'est passé le travail avec la commissaire Régine Cusin pour nos avocats pour toute justice? L'installation ou la performance, installation que tu as faite au MACT, est-ce qu'on peut peut-être la regarder? Comment ça s'est passé avec la commissaire? Alors, comment s'est passé le travail? Bon, déjà, il faut savoir que Régine Cusin, j'ai énormément d'admiration pour cette commissaire. Donc, toutes les commissaires ne sont pas bonnes? Ne sont pas mauvaises, pardon. C'est pas ça. Il y a beaucoup de commissaires qui sont autoproclamés d'une part, et donc qui n'ont absolument pas du tout, pour moi, la casquette de commissaire. Mais justement, s'il y en a bien une qui l'a, c'est Régine Cusin, et qui a eu le mérite. Elle est aussi d'outre-Atlantique. Oui, elle est aussi d'outre-Atlantique, je te l'accorde. Avec une spécialité sur les pays... de la Caraïbe, mais c'est l'une des premières. Déjà, il ne faut pas oublier quand même la chronologie. Il n'y a pas une contre-indication systématique? Ben non, j'ai jamais dit ça. Non, je ne sais pas que tu dis ça. C'est juste comme ça a été mentionné un peu avant, je vais juste l'établir, quoi. Si tu me permets de faire le pont, je vais l'établir moi-même. Alors l'idée, c'est de dire justement que j'étais en Angleterre quand Régine Cusin m'a abordée. Et sa façon de travailler, c'est justement de suivre ses artistes. Donc elle les connaît très bien, parce qu'elle va les rejoindre sur leur lieu de travail, aussi bien quand ils refont des études, ce qui était mon cas, quand ils font des résidences, ce qui était également mon cas. Et elle n'hésite pas à prendre l'avion pour se déplacer, le train, finir à pied, voir le travail en genèse et vraiment l'évolution du travail. Donc entre, je crois, tous les débuts des années 2000 et bien sûr maintenant, on peut dire qu'elle connaît extrêmement bien mon travail. J'ai un demi-siècle aujourd'hui, j'en avais 20 ou 30 quand elle m'a connue. C'est sûr que c'est une relation de confiance, tellement de confiance. En même temps, est-ce qu'une commissaire, quelqu'un d'outre-mer, peut nous comprendre, nous voir vraiment complètement, et surtout, même en nous connaissant plus en détail, plus longtemps, 20 ans, s'extraire de leur propre construction en tant que personne européenne? Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, le travail de commissaire, c'est un travail. Après, si le commissaire veut se spécialiser sur une région, ce qui est le cas de Régine Cusin, aussi bien l'Afrique que la Caraïbe, il a certaines compétences. Régine Cusin est quand même l'une des premières en France qui a travaillé sur les artistes de la Caraïbe et qui, depuis,
quelque part, sans le faire directement, à former d'autres jeunes à aussi faire le même travail. Et ces jeunes-là sont, eux, issus de soit la diaspora caribéenne ou eux-mêmes sont caribéens. Là où je te l'accorde, c'est pas une histoire de est-ce qu'on peut s'autoproclamer commissaire spécialiste. D'accord. Non, je parle, est-ce qu'elle peut s'extraire de qui elle est? Je te donne un exemple. Il y a 20 ans, je prenais un café avec elle, un café Coste, à Beaubourg. Puis on parle de choses et d'autres, et on parle des possibilités pour les artistes guadeloupéens d'exposer en France. Et elle avait cette fameuse exposition importante, un grand succès, l'Attitude, qui était à la mairie de Paris, certainement un très beau lieu, très beau physiquement, splendide, rempli d'aura aussi. C'est la mairie de Paris, c'est très bien placé, c'est pas dans un coin ou dans une banlieue. Mais on est assis en face de Beaubourg, et donc je parle avec elle, et je parle de l'exposition, et je lui dis non, pas la mairie de Paris, là, en parlant de Beaubourg. Et elle me dit, mais tu n'y penses pas. 15 ans plus tard, j'expose à Johannesburg, et je suis en face du directeur des affaires culturelles de l'Océanie. C'est la Réunion, etc. Il est à Johannesburg. Et je lui dis la même chose. Je lui dis non, mais pourquoi est-ce que nous, artistes d'outre-mer, en prenant en compte Mayotte, la Réunion, etc., on ne pourrait pas aussi avoir une exposition ou pouvoir exposer dans des lieux qui sont vraiment importants, Beaubourg. Ta réponse, tu l'as. Régine Cusin a bien présenté des artistes haïtiens au Grand Palais. J'y viens. Et pareil, comme Régine Cusin il y a 20 ans, il me dit, mais tu n'y penses pas. Et oui, elle a présenté des artistes haïtiens, mais elle n'a pas présenté des artistes guadeloupéens au Grand Palais. Il faut lui poser la question. La réalité, c'est que tout ça change aujourd'hui. Ça change énormément. Là, tu parles de quelque chose qui a 20 ans. Non, l'exposition les choses ont changé. L'exposition de Régine, c'était pas il y a 20 ans. Au Grand Palais. Elle a exposé des artistes haïtiens, elle n'a pas exposé des artistes guadeloupéens, ni martiniquais. Et ça change pas grâce à ces commissaires d'exposition d'outre-Atlantique, je pense pas. Ils ont eu leur place. Je te l'accorde qu'il y a peut-être eu un temps pour eux et que là, il est grand temps effectivement que des commissaires caribéens émergent. Il y en a, surtout dans les îles anglophones. Ne pas oublier que chez nous, nous avons une grande commissaire qui n'est pas du tout reconnue, ou moins très peu connue, c'est Claire Tancon, qui vit aux États-Unis, Made in Guadeloupe, 100% Guadeloupe, et que bien sûr, pour moi, il serait temps de réhabiliter dans toutes les instances, comme tel que le Memorial Act, par exemple, et voilà, donc après, il ne faut pas non plus pleurer parce que les choses changent à mon sens. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de voir une image de ton installation Nos avocats pour toute justice. C'est une installation que tu as faite au Memorial Act. Tout à fait. Pour laquelle tu as demandé à plusieurs personnes de participer, notamment des jeunes, qui ont emmené des plans d'avocats, d'avocatiers, disons, et avec lesquels soit tu as planté ou tu as participé à planter ces plans. Voilà. Sur le parvis du Memorial Act. Voilà, pendant que les jeunes faisaient une performance. Est-ce que planter dans un endroit où on sait que la plante ne va pas grandir, est-ce qu'il y a une utilisation un peu étrange du plan qui est vivant et qu'est-ce qu'il devient après? Et est-ce que quelque part tu sacrifies la nature pour l'art? Non, là, c'était un aspect très humoristique dès le titre. C'était en fait une performance que j'ai voulu en réaction à tout le mouvement des Gilets jaunes. Et j'ajoute que les jeunes faisaient leur performance avec le fameux gilet des Gilets jaunes. Et cette boutade du titre répondait justement à cette observation que nous avons tous eue, soit par les médias ou autres, que chaque manifestation des Gilets jaunes allait de plus en plus vers des affrontements avec les forces de l'ordre et notamment cette personne qui a perdu son œil. Donc ça a été quand même quelque chose qui nous a fait à tous, je pense, prendre conscience de cette répression qui existe au sein des institutions et du pouvoir. Est-ce que la bataille des Gilets jaunes, est-ce que c'est une autre bataille? C'est une autre bataille par rapport à quoi? C'est une autre bataille à nous? Je pense que toute bataille, quelle qu'elle soit, est la bataille de tout le monde, de tout être humain, quel qu'il soit. C'est tout. À partir du moment où on veut rester dans sa division... Il n'y a pas eu tellement de Gilets jaunes ici. Ou est-ce que tu as une réflexion qui est au-delà de la Guadeloupe? Est-ce que tu as ce sentiment?
Ben, c'est pas que j'ai ce sentiment, c'est que je suis au-delà de la Guadeloupe. Je transcende absolument toutes les barrières, qu'elles soient nationalistes ou autres. Et mais tu as fait quand même aussi une performance pour ce petit garçon qui avait perdu la vie pour un portable à Bainbridge. Donc en fait, tu es aussi un peu intéressé par ce qui se passe ici. C'est pas un petit peu. Tu transcendes que tu es au-delà de la Guadeloupe en même temps. Donc, ben, on peut très bien agir localement et penser globalement, n'est-ce pas? Donc c'est ce que je fais tous les jours et je pense que c'est ce que se doit de faire tout artiste en fait. Une question que je me pose tout le temps, pas tout le temps, mais tout le temps quand je suis en phase d'œuvres importantes ou de commandes importantes, c'est comment être de son temps, c'est-à-dire être à propos par rapport à ce qu'on vit, notre environnement, sans être anecdotique. C'est-à-dire que on va travailler sur les gilets jaunes, sur le petit garçon qui a perdu sa vie, ou même sur le Covid, qui au bout d'un moment va partir. Et comment concilier ça? C'est-à-dire comment ne pas tomber? Il y a deux pièges pour moi dans la pratique artistique. C'est celle de l'anecdote. C'est celui de l'anecdote et celui de l'illustration. C'est-à-dire comment ne pas tomber dans l'illustration pure et dure, bête. Ce qu'on appelle le littéral. Oui. Voilà, et comment ne pas tomber dans l'anecdote. C'est-à-dire qu'une fois que le moment soit passé, que l'œuvre reste importante en tant qu'œuvre et continue à parler aux personnes d'après. C'est ça, pour l'artiste travaille sur ses formes. Il travaille sur son propos, mais qui doit porter à un niveau de transcendance. Donc, tu me parlais de la fameuse œuvre performative que j'ai réalisée en Haïti. Bon, ça répondait à un propos réel. Agua. Non, l'œuvre Révolution. L'œuvre était sur le propos du tremblement de terre, mais plus largement, c'était sur le propos de la résistance de tout individu face à l'affrontement des éléments. Là, c'était un tremblement de terre, on pourrait avoir un cyclone, et c'est clair que ça se questionne de plus en plus aujourd'hui avec toutes les questions de l'environnement. Pour qu'on comprenne, parle-nous de l'œuvre d'Haïti. Alors Haïti, c'est une œuvre qui a 10 ans cette année. 2011, tremblement de terre arrive en 2010. Avant le contexte, qu'est-ce que tu as fait? Elle se manifestait comment? Je te réponds. Je décide d'aller, malgré les interdits quelque part pour un artiste de se rendre dans un pays qui est ébranlé, je décide quand même de maintenir une résidence qui a été décidée, une résidence de 3 mois en Haïti, et avec comme propos d'aller créer des œuvres d'art sans matériaux. Donc pas d'appareil photo, pas de laptop, rien du tout. Et je me dis que le seul matériau que je peux utiliser, c'est mon corps, c'est-à-dire passer à la performance ou repasser à la performance. Et je travaille avec des artistes haïtiens. Et la toute première performance que je décide de co-réaliser avec eux, c'est d'arriver sur la place du Champ de Mars, de leur demander de me positionner quelque part sur cette place et de rester sur cette place 24 heures et à tourner tout doucement comme la planète pendant 24 heures sans boire, sans manger et sans descendre du socle sur lequel j'étais posée. Donc tu es resté debout sur la place publique pendant 24 heures. Voilà. Il y a des gens qui disent que c'est pas possible. Ben justement, je peux témoigner que... moi aussi je peux témoigner, mais... Que c'est possible. Oui, tu peux témoigner, enfin... Non, le propos ici, c'était de... Rappelle-toi, le tremblement de terre avait quand même fait montrer aux informations que beaucoup avaient été retirés des décombres, parfois jusqu'à plus de 24 heures. Il y a une différence. Et je me suis posé les questions sur ça. La résistance du corps, alors qu'on dit toujours, sans boire, sans manger, surtout sans boire, on ne peut pas survivre. Oui, il y a une différence entre être pris dans une prison ou dans une cellule et rester debout 24 heures au même endroit sans bouger. Oui, mais là, ce qui m'intéressait, puisque c'est le médium de la performance que je testais, donc mon corps, c'était les résistances du corps. Donc je voulais aller jusqu'à l'extrême de ce médium-là. C'est beau sur papier, mais est-ce que c'est réalisable réellement? Certains disent que pas, mais on n'est pas dans la réalité, on est dans le symbolisme, dans le concept. Est-ce que en tant qu'œuvre d'art, ça a même besoin d'être fait? Est-ce que juste dire que ça a été fait, est-ce que ça suffit? Parce qu'au bout du compte, l'œuvre, elle continue à exister
dans les mémoires, dans l'imaginaire surtout. Parce que même si, disons que ça a été fait, certains disent que non, mais même si ça a été fait, qui est resté là à 24 heures? Peu de gens l'ont vu complètement. Et par contre, beaucoup plus de gens ont vu les photos, en ont entendu parler, ont réfléchi, se sont imaginés, sont partis dans leurs rêves. Et donc, dans une certaine mesure, on peut dire que le concept suffit parfois. Alors, je t'accorde qu'il y a, bon, c'est pas vraiment un concept pour moi, c'est un protocole, justement, comme dit Jérémy Paul, presque un manifeste pour la performance que tu mets en avant. Ici, je l'avais mis et justement, je m'étais imposé comme protocole de ne pas me mettre en danger, de ne pas mettre en danger mon corps. Donc, je m'étais dit, si jamais au bout de 20 heures, je ne le sens plus, je descends du socle. Il est hors de question que peut-être je me retrouve à mourir juste pour une œuvre d'art. Ce n'est pas du tout mon propos. Attention, certains artistes vont jusque-là. Mais jusqu'à à se donner la mort. Mais là, je refusais absolument ce protocole-là. Par contre, je te l'accorde qu'une performance, elle a sa force dans le moment et elle peut perdurer si justement elle se transmet dans les mémoires. Et là, c'est plutôt ça. Quand je reviens en Haïti, ceux qui me reconnaissent disent oui, c'est vous l'artiste qui était sur la place du Champ de Mars. Ils connaissent même pas mon nom, ils savent même pas. Ils en ont entendu parler. Oui. Moi, si je devais faire ça, j'aurais eu peur surtout de la nuit. Ne t'inquiète pas, pendant toute l'œuvre, j'étais relayée. Il y avait des artistes qui servaient de médiateurs. Il n'y a pas beaucoup de lumière la nuit il fallait relayer. Si, détrompe-toi. En plein post-tremblement de terre, il y avait beaucoup de tentes, des gens qui dormaient sur le Champ de Mars. Et donc, il y avait de l'animation, il y avait énormément de choses. À quoi? À Cuba? Une autre performance réalisée, alors pareil, à partir des travaux réalisés en Haïti, où je voyais beaucoup ces femmes aller puiser l'eau dans un seau. Et ça m'a remémoré tout le travail de collecte d'eau que j'avais vu en Afrique. Donc c'est puiser l'eau, mais c'est surtout porter l'eau sur la tête. Alors moi, je l'ai transféré comme ça, mais elles allaient puiser l'eau dans un puits. Naturellement, il faut puiser l'eau, mais voilà. Tu as le port de... Moi, l'image symbolique, c'est ce port de l'eau. Oui, comme les femmes africaines. Ici, c'est de l'eau, mais c'est le port de quelque chose qu'on imagine de certains poids sur sa tête. Et en plus, étant une pratique qui est pratiquement quotidienne, en tout cas régulière. Moi j'ai vu ça, j'ai vu ça petite à l'enclos Gosier, j'ai vu des enfants aller chercher à la fontaine de l'enclos, où j'ai grandi, de l'eau, et c'était des enfants qui devaient avoir 6-7 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est très très loin dans notre imaginaire. Est-ce que ça te choque? Parce qu'il y a une relation à l'eau, il y a un questionnement de l'eau qui est une question importante, même ici en Guadeloupe, mais qui est une question importante tout court, dans le monde, pour l'ensemble des personnes, de l'accès à l'eau, oui, bien sûr. Du transport, de la souffrance aussi. Et est-ce que c'est choquant si en regardant cette image, on te dit « Ah mais c'est bizarre, mais je te trouve vraiment très belle sur cette photo ». Est-ce que c'est quelque chose qui est choquant dans le sens où est-ce que tu as le sentiment que d'un coup la beauté vient peut-être perturber le discours, ou est-ce que c'est le regard de l'autre qui vient perturber le message de l'art? Pas du tout, non. C'est sûr qu'un artiste travaille sur l'esthétique. D'accord, et toute forme d'art Minia parle de rythme, et il y a aussi sa forme esthétique, une certaine forme d'esthétisation de l'individu. Moi, en performance, je ne pense jamais à comment je vais m'habiller, par exemple. Quand même, la performance. Il y a une féminité qui est. Oui, il y avait. Peut-être pas, je ne veux pas dire affichée, mais qui est présente, disons. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que cette performance a été réalisée l'année suivante de Haïti, et autant en Haïti j'avais énormément maigri, autant ici j'avais énormément grossi. Et ça compte pour toi? Ben non, je trouve ça intéressant parce que je sais que ça a été au niveau du corps le contre-coup j'avais fait un jeûne de 9 jours pour la performance d'Haïti, et ça a été le contre-coup de ça. Donc c'est plutôt la réaction du corps, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Et donc finalement l'épuisement qui était de faire le remplissage du seau d'eau d'un bout à l'autre de la fontaine vide.
à Cuba, avec tout ce que ça a comme charge de passage des Américains qui avaient des idées de développement de grandeur de cette ville, la Havane, et qui, au moment où les Américains sont partis, bon, il a été décidé par le gouvernement qu'il était hors de question de gaspiller toute cette eau, donc les fontaines sont restées complètement vides. Or, il se trouve que les fontaines, c'est quasiment la place, la grandeur de cette fontaine, c'est quasiment toute la place de la Victoire. Donc, c'est pas rien. Tu parles d'une façon dont ton corps était, même dont tu l'as préparé avec le jeûne pour la performance d'Haïti. Oui, tout à fait. Et après, tu reparles encore de la façon dont ton corps était dans la performance d'après, en relation à la performance d'avant. Est-ce que, dans une certaine mesure, ton corps garde la mémoire ou continue à vivre aussi ce qui s'est passé? Parce que la performance n'est pas que pour l'autre. Elle est aussi quelque chose que tu as vécu en tant qu'artiste et qui continue à te construire. Oui, tout à fait. Le corps, en l'occurrence, il a été tellement traumatisé que je ne pouvais plus après manger sans perdre de poids. Est-ce que plus pour une femme? C'est d'ailleurs, attention, c'est d'ailleurs le syndrome de beaucoup d'enfants haïtiens qui sont adoptés. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent dans leur famille d'accueil, alors qu'ils mangent normalement, en fait, ils n'arrivent pas à... Mais cette relation à l'expérience et à la mémoire du corps, est-ce que c'est plus fort pour une femme, tu penses, ou pas? Qu'un homme? Oui, pas qu'un chien. Je suis pas sûre de comprendre ta question. Parce que... Peut-être avec l'enfantement, pour celle qui enfante, je sais pas. Je peux pas te dire. Je me suis pas posé la question. Mais la mémoire du corps, ça, oui. Je pense que c'est une réalité. C'est une réalité. Et parce est-ce qu'on peut parler un peu d'être une femme sans nécessairement rentrer dans des débats féministes, mais est-ce que c'est quelque chose qui quand même t'habite ou pas? Pas du tout. Non, la question des féministes est une question qui est, voilà, ça fait partie des grands débats. Je ne m'y suis pas du tout intéressée. On peut parler du fait d'être une femme sans être féministe. Moi, j'aime plutôt l'idée, en tant que femme, de parler des hommes, justement, et de la sexualité, du couple, etc. C'est plutôt ça qui m'anime. Mais pas dans ton travail, tellement. Ah si, je l'ai fait avec l'exposition inaugurale de l'Art Carp, et je t'avais envoyé la vidéo. C'était avec mon compagnon de l'époque, et non, on parlait du couple, justement. Tu parlais de ton couple, ta relation. Non, oui, mais tu te mets en scène en tant que performance. Avec effectivement le matériau que tu as, mais tu parles du couple en général. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ou est-ce que c'est trop loin? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'était là encore une boutade formidable parce que l'exposition se tenait dans tout le bâtiment sur 3 niveaux. Il y a des escaliers à monter. Et la vidéo était positionnée dans la descente d'un escalier. Donc j'ai déjà fait un clin d'œil à Duchamp, puisque le titre comportait les nus descendant l'escalier, ou attention aux nus dans l'escalier. Et il y avait 2 références à un photographe, Helmut Newton, qui avait fait déjà ce double portrait de femme habillée en businesswoman avec talons, et puis les mêmes poses toutes nues. Et ben nous, on a fait la même chose avec mon compagnon. Toute nue en talons, tu as raison, oui. Et nous, on a fait la même chose avec mon compagnon. Sauf que le moment de la pose où on est nu, dans la vidéo, puisque c'était une vidéo, est un flash extrêmement court. Donc tous ceux qui descendaient l'escalier voyaient ce flash, mais voulaient rester sur ce flash. Et la boutade était que du coup, ça créait un embouteillage dans l'escalier. Mais voilà, si on ne prend pas en compte dans mon travail toute la part d'humour que j'y mets, on ne comprend pas le travail de Joël Ferly. Joël Ferly toute nue qui crée des embouteillages. Voilà. C'est ça? Ben oui, comme si on n'avait jamais vu une femme nue. Mais c'est... Non, mais... Toutes les femmes nues ne se valent pas. Ouf, ça c'est... Non, je pense qu'elles se valent justement. La beauté de la femme, la beauté des corps, la beauté des hommes, pour moi, c'est tout le monde est beau. Ah, tout à fait, j'en suis persuadée. Oui, pour moi, c'est vraiment ça en plus. Quand tu mets une photo de toi nue, je n'ai pas fait tous les jours, mais bon, tu veux revenir sur le sujet. et que tu le fais pas tous les jours, mais même quand tu le fais une demi-seconde sur 5 minutes, quoi. Disons peut-être 3 minutes. C'est ça à peu près? Oui, je à peu près, quoi. Ça, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a un jeu naturellement?
Une boutade, tu dis, un rapport. Oui, de l'humour, beaucoup d'humour. Une boutade, de l'humour, un jeu, un rapport à l'histoire de l'art avec Helmut Newton. Aide-moi. Helmut Newton, oui, mais Newton, c'est ça, c'est tout le travail de citation. C'est-à-dire que là, le travail pour l'artiste... Je viens nu, descendre un escalier, etc. Mais une demi-seconde, est-ce que c'est pas l'expression trop forte de la pudeur? Pas du tout. Pas du tout. Et si tu prends le temps, parce que cette photo que tu présentes en une demi-seconde, tu l'as faite quand même. Oui, bien sûr. Tu as pris rendez-vous avec ton compagnon pour qu'il soit là. Tu as un éclairage, tu as une mise en scène, tu as fait attention à ce qu'il y avait à côté, ce qu'il y avait derrière, etc. Donc il y a un travail vraiment qui est fait. Non, mais c'est pas de la pudeur, ça. C'est justement, on sait que la nudité, c'est aussi corollaire au voyeurisme, au besoin de voir. Donc tu joues avec ça. Hein, tu t'imposes un protocole et tu t'imposes justement un appât. Moi, j'ai beaucoup observé cela dans mon travail, que je suis finalement passée de l'image, qui est quand même une forme de représentation assez importante, le 2D, à quelque chose finalement sans image, voire même immatériel avec la performance. Donc, et même le son. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse, de voir à quel point le spectateur, la société du spectacle, hein, comme le disait Debord, est toujours attaché à ces icônes, ces images qu'il en fait icônes. Et alors que l'art, c'est pas que ça. C'est de l'espace, c'est du temps, c'est du rythme, comme dit très bien Minia, c'est plein de choses. Ce sont des objets aussi. C'est bien sûr du son, bien sûr. Les récits de l'Artocarpe. Les récits de l'Artocarpe, c'est certainement ma plus grande œuvre. Est-ce qu'on a un extrait? Alors j'espère. On peut regarder peut-être s'ils sont prêts en régie. Donc c'est une œuvre en fait sur laquelle tu as travaillé plusieurs années. Pardon, je dois juste rejoindre ma place près de mon mari. Le plus difficile est de se retenir de juger. Le plus difficile est de se convaincre qu'une nouvelle agriculture existe. Le plus difficile est de saisir l'essence de la vie. Après un enchaînement de gestels comiques, la comédienne simula un sprint imaginaire. Et toi, jeune petite fille, comment t'appelles-toi? You come here often. Moi, l'Artocarpe. Do listen to your little girl. To BBC Radio 4 and joining me now in this program is Josie Mirabel. Et d'y croire. Cette fois-ci, j'y arriverai. Cette fois-ci, j'y arriverai. Es-tu mal? Il n'y a pas de lézard. Compter n'est pas chose facile. Cela nécessite toujours un renouvellement du souffle afin de projeter toute la fraîcheur des mots. En naviguant entre l'espace et le temps, entre les règles de langage et de mouvement, entre écho et son, soupir et claquement des dents, entre langues inventées, patois et onomatopées. L'art du conte tient de la drive. Prends l'inspiration au gré de mes transbordements. Coup d'œil à droite, coup d'œil en bas. Le plus difficile est de transmettre. Je choisis ma métamorphose et voilà mon conte prêt. Le plus difficile venait d'être fait. Les récits de l'Artocarpe. 4 ans de préparation. Travail d'écriture d'abord, en résidence au Japon, travail d'enregistrement ensuite avec Yann Marraine, avec les collaborateurs. Combien de collaborateurs en tout? Alors en tout, nous étions 4. Il y avait, y compris au Japon, parce que du coup, il faut compter tout ça. Non, au Japon, c'était que de l'écriture, donc c'était mon travail d'écriture, mais je n'avais pas de collaborateurs là. J'ai fait une résidence, par contre, dans un lieu. Donc l'écriture, c'est l'écriture des textes qui des sont textes, de tous les textes. En fait, il y a 10 chapitres répartis dans 10 bornes, et les bornes étaient réparties dans toute la Guadeloupe. Donc c'est pour ça que c'est pour moi... On a une carte de la Guadeloupe ici. Avec toutes les points rouges qui représentent les lieux où étaient placées les bornes. Donc aussi bien à Marie-Galante qu'à Basse-Terre, à Gosier, etc. Et l'idée était d'avoir, pour certains des récits, un ancrage, j'ai envie de dire, dans la société moderne, puisque... On a une photo du fils du fameux photographe Catan. Monsieur Catan, fils, qui est donc, a reçu sa borne sur l'histoire de la photographie en Guadeloupe, que j'ai voulu décrire à travers l'image de son père, Catan père. Donc ça, c'est toutes les années 50 à Basse-Terre.
Et je sais que M. Catan était extrêmement touché de voir que quelqu'un, un artiste, ait pu penser... Le fils Catan. Le fils Catan, oui. Et voilà, me faisait part de la façon dont j'avais mis en écrit, en son, les propos sur son père, que je lui tenais, que je lui portais, mais qui finalement avait touché à une réalité de l'époque, les années 50. Je voudrais juste revenir sur la réalité de l'œuvre. Parce que, en fait, c'est pas une peinture, c'est pas une sculpture. C'est un parcours artistique, un parcours sonore. Voilà, bien justement. Et c'est même pas vraiment, une installation, puisque le corps de l'œuvre, c'est le fait d'être là et d'écouter, en fait, à vrai dire. Pas que ça, c'est aussi de se déplacer dans toute la Guadeloupe. Alors, voilà, donc la première chose, enfin, l'expérience personnelle, c'est d'écouter déjà aussi. Et en plus, comme les récits sont différents d'endroit en endroit, d'une borne à l'autre, voilà, il y a une sorte de déplacement. Voilà, il aurait fallu un engagement de la part du spectateur de pouvoir suivre et d'aller d'un endroit à l'autre, de prendre le temps aussi d'écouter dans les conditions qui étaient celles qu'elles sont. Je suppose que tu t'es arrangé pour que ça soit audible. Bien sûr. Et de façon à ce qu'il ait une expérience totale de l'œuvre générale. Tout à fait. Ça se voulait être un parcours qui avait quand même le mérite de ne pas suivre un cheminement ABCD dans un sens. C'est-à-dire que c'était le spectateur qui décidait d'aller voir telle borne d'abord à Basse-Terre, après à Port-Louis, après à Marie-Galante s'il le souhaitait, puisque tous les chapitres étaient autonomes mais aussi interdépendants. Donc vous pouvez retrouver des personnages dans un chapitre et dans l'autre. Et c'est ce qui faisait l'intérêt. Pour ceux qui l'ont fait, quelle expérience ou quelle idée générale est-ce que tu voulais ou que tu as supposé ou que tu as projeté que cette personne ait après avoir eu l'expérience complète de cette œuvre? L'idée, c'était d'avoir une espèce de topographie de la société guadeloupéenne, mais qui se traverse à travers le temps, puisqu'on commençait en 1843, je crois, avec un tremblement de terre qui a réellement existé en Guadeloupe, avec le fugitif, l'histoire du fugitif qui profite du tremblement de terre pour quitter la Mahaudière et s'embarquer dans les Mamelles, et donc rejoindre le camp des Keller sans être nommé. Mais ce fugitif est donc un esclave qui travaillait au champ. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il y a un jeune, Rudy, qui lui, ne dit pas non plus, mais en fait sort de prison, où il était en France, revient au pays, il essaye de se réinsérer, et il fait juste une rencontre d'une vieille connaissance qui va changer complètement sa vie. Donc, tous ces temps-là, il y avait même des gens, bien sûr, des personnages fictifs, mais aussi des personnages dont je me suis inspirée, comme M. Catan, mais aussi, il y a le docteur Henri Joseph, il y a aussi un certain artiste qui fait des écritures sur des grands murs. Je pense que tu le connais aussi. J'ai aussi dépeint cet artiste-là. J'ai parlé. Est-ce que l'œuvre, est-ce que c'était pas un peu utopique de ta part de t'imaginer vraiment que les gens iraient d'endroit en endroit et resteraient là à écouter, ou est-ce que c'est moi qui suis un peu trop sévère concernant le public? Quel a été le retour pour toi? Il y a une petite déception parce que ça a marché? Il y a une petite déception parce qu'en fait, ce sont surtout des touristes qui ont visité l'œuvre. Au niveau du nombre, la déception est au niveau du nombre, parce qu'il y a plusieurs... Pour un projet pareil qui est quand même ambitieux, vaste, long, qui engage aussi. Il y a pas mal d'endroits où on peut être déçu. Il n'y a pas que un endroit. Bien sûr. Donc, dis-nous. Moi, c'est juste ça. Les retours que j'ai eus étaient surtout des touristes. Pour faire vite, je le dis tout le temps, les Guadeloupéens eux-mêmes, donc les compatriotes qui avaient malheureusement, j'ai presque envie de dire, eu l'information via les médias, donc qui avaient quand même pris le temps d'aller jusqu'à Marie-Galante, de montrer bien 3, si ce n'est 6 minutes du parcours, me disaient tout simplement « Oui, j'ai vu à la télé ». Donc ça leur suffisait. Ils avaient vu à la télé le principe, le dispositif, et ils n'avaient pas du tout envie de prendre leur voiture et d'aller ensuite écouter les bornes une à une. Et c'est là où c'est dommage,
parce que je me suis quand même inspirée d'un modèle qui est bien de chez nous, c'est-à-dire le conte. On raconte des histoires, on est dans l'oralité. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être tout simplement un désintérêt de chercher à ce qu'il y avait derrière l'objet qui était la borne. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est tout, c'est comme toutes les œuvres. On la met au placard et puis voilà. Et elle terminera. Le fichier existe, non? Oui, non. Je sais que beaucoup m'ont effectivement presque reproché de ne pas la publier sur Internet. Moi, c'est vraiment une œuvre spatiale que je voulais. Est-ce que tu n'es pas un peu trop... Ça dépend si on veut être poli, on dira puriste. Si on veut être provocateur, non, c'est pas ça. C'est que je crois. On dira têtu. Je crois. Oui, il y a de l'entêtement, ça c'est indéniable. Mais je crois surtout que la réalité, c'est que quand on crée une œuvre, l'artiste, il est déjà en train. Une œuvre sur 4 ans en plus. Hein, c'est-à-dire que j'avais d'autres idées. Il est déjà passé à autre chose. Et ce qu'il livre, c'est ni plus ni moins que ce qui a été commandé entre guillemets par lui-même. On est bien d'accord. Mais en fait, il est déjà passé à autre chose. Donc c'est ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre quand ils me disent mais oui, recréer le site internet et tout. Pourquoi t'as pas fait? Parce qu'il y avait un site internet aussi qui servait d'interaction. Bon, cette interface, oui, j'aurais pu continuer à la payer, elle aurait été là, j'aurais pu poster tous les récits, puis ça aurait continué en ligne. Ça n'a pour moi pas d'intérêt. Moi, je voulais vraiment, l'œuvre était le parcours artistique. Oui, mais maintenant, bon, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais l'œuvre du coup, elle est morte sans lettres. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle m'a été recommandée par le conseil départemental. Il était question de refaire le parcours sur tous les institutions du conseil départemental, Amura et tout ça. Bon, ben voilà, moi j'ai presque envie de dire, s'il faut la refaire, non, je la remonterai, mais là je suis vraiment passée à autre chose, oui. Aponte. Revealing Aponte. Alors, c'est je serais bien si on pouvait avoir ça, parce que c'est pas exactement une œuvre numérique, mais en tout cas, c'est une image qui... C'est pas vraiment une vidéo, c'est un peu une œuvre vidéo, mais c'est une image qui bouge, qui est à la fois numérique, mais aussi qui a été ta première expérience dans le monde nouveau des NFT. Alors, c'était pas... Attention, hein, j'ai créé cette œuvre pour répondre à une commande du commissaire de Miami, Édouard Duval-Carrier, qui est haïtien d'origine, et qui a fait pour moi un magnifique projet de réunir plusieurs artistes pour mettre à l'honneur ce qui aurait été le premier artiste esclave peintre, Aponte, cubain, peintre afro-cubain, et qui, parce qu'il faisait des peintures, parce qu'il écrivait sur ses peintures, a été presque condamné pour sorcellerie. En plus de ça, bon, il a voulu participer à une révolte qui n'a pas marché. Et il a donc été condamné à 1, l'écartèlement, 2, la décapitation, et sa tête a été exposée sur un piquet comme ça se faisait à l'époque. On est au XVIe siècle. Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas cette histoire. Le commissaire a voulu faire intervenir plusieurs artistes pour reprendre les écrits qu'il a laissés et recréer une œuvre d'art. Et moi, je me suis beaucoup plus intéressée au personnage, au fait que finalement, le commissaire lui-même, en remettant à l'honneur cet artiste disparu, permettait de nous révéler quelque chose. Donc je me suis dit c'est bien plus intéressant parce que finalement ça aurait été le premier artiste du nouveau monde afro-descendant et qui finalement on a voulu le tuer pour l'éliminer, mais finalement grâce à ce commissaire il est à nouveau remis à l'honneur. Et donc j'ai fait toute une vidéo en m'inspirant beaucoup du travail. C'était quelle année? Ça, il ne faut pas me le demander, Joël Ferli ne garde pas du tout. C'était juste avant le Covid. Voilà, par là, oui. Je me suis beaucoup inspirée du travail de Kentridge, que j'aime beaucoup, mais dans son travail de dessin, en général, qui fait bien sûr... pour lequel on le connaît, il a aussi fait des petites choses que j'aime beaucoup, de travail comme ça, de vidéo, d'animation, mais avec des objets. Donc j'ai repris cette technique-là
Et c'est pour ça que je le cite. Le titre complet, c'est Revealing Aponte After Kentridge. Et j'ai repris cette méthode-là pour donc faire apparaître et disparaître la tête de Aponte, la seule image, l'illustration qui nous est restée dans la mémoire collective. Et donc tu as présenté ça finalement à Miami? Alors elle est allée partout. C'est le problème de ces expositions collectives d'aujourd'hui, c'est que les œuvres voyagent toutes seules, les artistes ne sont pas invités, il n'y a jamais de budget pour eux, c'est ce que je reproche maintenant au commissaire. Et donc oui, j'apprends par mail qu'elle est là, dont elle est en ce moment présentée je ne sais où en Floride, et ça ne m'intéresse pas de savoir puisque je ne suis pas invitée. Voilà. Mais tu pourrais ne pas être invité mais avoir des retombées. Donc ce que tu oui, dis, c'est voilà, que on n'a ni retombées, on en a, mais c'est un mail qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, on n'a plus du tout d'interaction avec le public, on n'a plus du tout d'interaction avec... Non, mais il aurait pu avoir des retombées pour ta carrière, être invité à d'autres expositions. Oui, elle rebondit, voilà, c'est une œuvre qui rebondit, on est bien d'accord. Oui, mais il n'y a pas ça non plus, disons. Si, il y a ça. Mais c'est ce que je dis. Il y a ce travail de ces commissaires autoproclamés maintenant de choisir son catalogue. Ah ben ça c'est beau et tout, je prends l'artiste et moi-même je vais faire mon expo par là. Et finalement, c'est un travail qui pour moi n'est pas louable parce que c'est du supermarché. On le sait très bien aujourd'hui qu'il y a tout ça aussi dans le monde de l'art. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que j'étais beaucoup plus intéressée par la proposition que nous avions discutée nous-mêmes au sein de l'Artocarpe. Mais qu'est-ce qu'on fait du NFT? Est-ce qu'on s'y embarque dedans? Et quand tu m'as fait cette proposition, moi, ça me semblait beaucoup plus pertinent aujourd'hui de se dire que l'artiste enfin se réapproprie une façon de présenter son propre travail à travers ça. Et notamment le présenter, mais tant qu'à faire derrière, s'il veut rentrer sur un marché de l'art, de pouvoir en jouir au niveau de pécunier. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après, c'est tout ce questionnement-là qui devrait être posé aujourd'hui pour moi au sein de la communauté des artistes et qui n'est malheureusement pas toujours bien compris. Il me semble que quand tu as fait ton appel, il n'y a pas eu foule non plus. Donc, non, mais pour cette exposition, première exposition NFT en Guadeloupe. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui... Non, il y a eu de la veille peut-être de certains. On a eu pas mal suivi parce que, disons qu'il fallait des artistes qui aient le temps parce que c'était assez rapide. Il fallait qu'ils aient une pratique numérique ou en tout cas qu'ils aient envie de s'y pencher et qui en plus aient envie et le temps de comprendre ce que c'est qu'un NFT, une exposition numérique, etc. Donc on a un peu bousculé les choses et compte tenu du contexte, je trouve qu'on a eu quand même pas mal d'artistes et surtout... Oui, non, pour moi c'est une très très bonne initiative. Hein. Et surtout des œuvres d'une relative qualité, je veux dire. Donc ça c'est... non, et puis bon, après les artistes ils exposent pas, après c'est à eux de voir. Tu voulais parler du confinement. Ben justement, parce que pour moi, le NFT et le confinement, quelque part, c'est peut-être là que ça se révèle le mieux. On est toujours en train de créer avec les outils que l'on a dans son temps, dans son environnement. Et pour moi, les artistes qui ne s'interrogent pas sur le NFT aujourd'hui sont des artistes qui, à mon avis, demain auront un temps de retard et qui parleront peut-être justement encore du médium, de l'art moderne, de ceci, cela, sans avoir complètement loupé le train en route, quoi. Et c'est tout. Donc ça me semble important aujourd'hui. C'est ce que je passe au niveau des étudiants prépa que je suis. Pour moi, il est capital qu'ils s'y intéressent, surtout si ça permet pour certains de développer une économie, des retombées financières qui pourraient ne serait-ce que financer leurs études, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant le confinement ? Alors, beaucoup de changements, personnellement, au niveau de l'Artocarpe, au niveau de l'association. Donc, on va dire que le confinement commence en mars 2020. On arrête tout, une exposition qui était en cours. On est maintenant en 2021, en fin 2021. Donc, ça fait un peu moins d'un an, presque un an et demi, presque 2 ans, disons. Moins de 2 ans, disons. Presque 2 ans. Entre... mars 2020 et aujourd'hui, on m'aurait dit que... Est-ce que ta vie a complètement changé ? Oui, complètement, un bouleversement total, mais bien sûr sur lequel il faut savoir rebondir. Il y en a qui sont dans l'apathie totale, bon, c'est leur problème. Il y en a qui, au contraire, moi je fais peut-être partie de ceux-là, se disaient au début, ça va durer 2 semaines ou 2 mois, on verra bien, et puis on va revenir à quelque chose. Puis très clairement, après observation des signes, de réaliser que non, on est vraiment dans quelque chose qui est un grand bouleversement, un grand chamboulement, et que si on ne s'y attarde pas, ça risque de faire pas mal de dégâts dans nos vies respectives. Donc là, il y a eu pour la vie associative la décision de ne plus avoir le lieu.
et de justement tu investir l'espace. L'association que tu as créée et gérée pendant plus d'une dizaine d'années. 13 ans aujourd'hui. C'est donc de se dire on va passer cette période sans lieu, donc on va plutôt investir le champ du numérique. Qui est maintenant une période post-Covid pratiquement. Post-confinement, post-Covid pratiquement maintenant. Oui. Oui. Mais on se retrouve avec une Ferly pleine de couleurs. Est-ce que ça veut dire que du coup on verra plus l'artiste que la responsable oui, peut-être, de lieu, peut-être, responsable de... Finalement, peut-être c'est pas plus mal. J'ai toujours été en tandem. Moins bien pour la Guadeloupe, mieux pour Ferly. Non, j'ai toujours été en tandem. Une fois de plus, des œuvres comme la dernière dont on a discuté sont moins connues, mais j'ai toujours été en tandem. Hein. Quand j'ai une exposition en ce moment, j'ai toujours eu des expositions. C'est juste que je donne la primeur à l'Artocarpe, donc je fais beaucoup moins de pub pour Joël Ferly. Non, je donne, l'Artocarpe est toujours là, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lieu. Non, mais je dis pas que c'est pas ça. Je parle en tant que priorité aujourd'hui, même dans le temps que tu passes à faire les choses. Non, je continue. Donc tu passes plus de temps à l'Artocarpe qu'avec l'artiste. J'essaie de faire que ce soit 50-50, comme toujours, hein, il faut un bon compromis. Est-ce que ça serait pas mieux de faire plus l'artiste que l'Artocarpe? Ce sera peut-être une période dans laquelle, oui, je vais m'embarquer sur quelque chose de beaucoup plus personnel, mais l'Artocarpe sera toujours en toile de fond. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ou il y a d'autres choses que tu voulais dire? Non, moi je suis contente de rentrer dans ton espace, de découvrir le Thierry Allais en TV. Et puis je te souhaite une bonne continuation pour ton émission que je découvre littéralement totalement avec la mienne. Et tu reviendras nous parler dans quelques temps de ce que tout ça est devenu. Dans quelques temps. Parce que t'es un peu, on t'attrape à un moment un moment charnière. Voilà, là pour le moment je suis plutôt sur le départ. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. And we'll see you next time. Bye.